Les autres dossiers. Bon, il y a beaucoup d'autres dossiers en cours de traitement et d'évolution. Sébastien vous parlera de notre projet des cadets de l'ULM, de l'outil informatique RASU pour l'analyse des accidents, de la reprise de la gestion par la FFPLUM de la base de données des terrains non OACI, aérodrome privé, hydrobase et terrains ULM, tâche assurée il y a peu encore par l'initiateur du système que fut Xavier Vercan. Cette initiative, dont le travail technique est assuré par un bénévole, M. Mességuillot, qui est ici présent, permet également le maintien de la publication de la carte à Bossy, qu'une majorité d'entre nous connaît bien. Nous allons l'améliorer pour que chacun puisse avoir, outre les coordonnées des terrains, les fiches de consignes associées, les schémas, les photos, les localisations sur carte, etc. Devant le regain d'intérêt pour la pratique de l'hydravion et le soutien de M. Gandhi, directeur général de l'aviation civile, pour cette forme d'aviation, la FFPLUM et la FFA projettent ensemble de favoriser la création d'une association française des pilotes d'hydraviation, à l'image de l'association française des pilotes de montagne, qui fonctionne très bien et qui appartient aux deux fédérations aussi. Le groupe d'études DGAC, FFPLUM, FFG, Giraviation et UFH, Union Française Hélicoptère, pour la création d'une classe 6 ULM Hélico, progresse aujourd'hui rapidement avec une sérieuse volonté d'aboutir. Une telle réglementation pourrait voir le jour en début 2011, avec une période probatoire qui serait de 3 ans. J'ai confiance car je ne vois pas pourquoi ce qui fonctionne en Italie ne serait pas également un succès en France, et quel espoir de nouvelle jeunesse pour la pratique de la voilure tournante. Côté sportif, une équipe en partie renouvelée, s'appuyant sur les anciens, a pour tâche de relancer la mécanique et d'impulser une nouvelle ardeur. Les championnats régionaux vont se multiplier et le championnat national de Blois sera le laboratoire de nouveautés en termes de scoring notamment. Il sera ouvert aux pilotes étrangers sur invitation et les applications pourraient être retenues pour les futures compétitions internationales afin de leur rendre attrait et éclat. Monique s'occupe toujours avec autant d'enthousiasme de la commission volée au féminin et prépare soigneusement le rassemblement des femmes pilotes à Ébleton au mois de juillet. Réglementation ULM en France et en Europe. Le bout du tunnel, est-ce vraiment la vérité? Le succès de l'ULM en France, le premier pays au monde pour le nombre des pilotes et des aéronefs ULM, est essentiellement dû à la réglementation qui lui est appliquée, ayant pour fondement un système déclaratif faisant appel à la notion de responsabilité individuelle, fait assez rare ces derniers temps dans nos sociétés qui sont surcontrôlées et surréglementées, et donc ce fait doit être mis en exergue. Autant dire que pour beaucoup d'entre nous, la disparition de cette réglementation au profit d'un système certifié, même léger, signerait le déclin suivi de l'arrêt de mort de l'ULM tel que nous le concevons, l'aimons et le pratiquons, sans que par ailleurs, statistiquement, il puisse être prouvé que notre pratique déclarative est plus risquée que celle de nos amis pilotes d'aéronefs plus lourds, pourtant entravés dans un pesant carcan réglementaire. Ce danger a pointé son nez il y a maintenant quelques années avec la création de l'EASA, l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, chargée d'harmoniser les réglementations dans le domaine de l'aviation pour toute l'Europe. Elle prenait tout à fait normalement son rôle à cœur et sérieusement. Mais un tel bulldozer technocratique depuis Bruxelles puis Cologne envisageait rapidement de tout traiter, de tout dominer, de tout certifier et de tout réglementer. Même l'armée de l'air n'y échappe pas. Donc dans certains secteurs, comme celui de l'aviation légère, il n'était pas bien difficile peut-être de faire mieux et plus simple que ce qui existe encore aujourd'hui. Mais en ce qui concerne nos ULM, la plus légère des certifications entraînerait des contraintes excessives faisant reculer les principes auxquels nous tenons tant. Les futurs ELA et LSA seront un progrès pour l'aviation légère, mais seraient une régression notable pour nous si les ULM y étaient incorporés ou inclus. Ce combat, c'est tout le sens de notre engagement à vos côtés et avec votre soutien depuis des années. Si nous perdions ce combat, tout le reste deviendrait vain et inutile. La première bataille fut d'obtenir que certains aéronefs soient définis et classés dans une annexe du règlement européen définissant le champ de compétences de l'EASA et qu'ils échappent à son autorité au profit des administrations nationales, la DGAC pour la France. Elle fut gagnée cette bataille. La seconde a pour objectif de pérenniser cet acquis en permanence remis en question par une multitude de fonctionnaires européens, de constructeurs, de lobbies de toute l'Europe, pour de multiples raisons trop nombreuses pour être évoquées, mais bien réelles et parfois proches de réussir. On a été au bord de la faillite dans ce domaine. La création de l'EMF et notre travail, celui de la FFPLUM en son sein, votre mobilisation massive il y a quelques années, dont le hasard se souvient encore,
notre présence donc à Bruxelles, à Cologne, à Paris, partout ailleurs en Europe, aux réunions traitant de notre avenir, et chaque fois que cela s'avère nécessaire. Notre présence également au sein du bureau d'EAS. Nos visites aux députés européens ou à la Commission européenne, dont dépend directement le HASA, sont des actes concrets, politiques et de terrain qui se sont jusqu'à présent révélés utiles et efficaces. Je veux souligner à ce stade l'entier soutien de la DGAC dans cette stratégie par l'intermédiaire de M. Gandil, qui a pris particulièrement à cœur la défense de l'aviation légère en France et en Europe. Pour ceux qui disent à quoi ça sert la Fédé et à quoi ça sert de payer une cotisation. Donc au mois de septembre 2009, au siège de l'EASA, je parle en septembre, c'est pas vieux, à Cologne, une réunion a eu pour objectif de clarifier la position envisagée par l'EASA pour les aéronefs de l'annexe 2 du règlement européen de 116/2008, compte tenu des bruits les plus divers et contradictoires circulant sur le sujet. J'étais accompagné de Chris Nigal, alors président de la Fédération anglaise du NF. J'ai exposé qu'il nous apparaissait qu'au vu de la situation actuelle en termes de propositions de réglementation et là par l'EASA, il nous paraissait prudent que les aéronefs du paragraphe E restent encore quelque temps dans l'annexe 2. Cette position était en effet le reflet du peu de confiance dans la capacité de l'EASA aujourd'hui à proposer au niveau européen une réglementation ULM aussi bien adaptée et simple que dans certains pays de l'Union, comme la France. Il nous était répondu que notre message était bien entendu, mais qu'il nous était demandé malgré tout de réfléchir aux avantages d'être sous régime de l'EASA et que de toute façon l'EASA lançait un appel d'offres européen pour qu'une société fasse une étude sur les réglementations nationales ULM de l'Union européenne. Le but de cette étude, ça c'était en septembre, le but de cette étude étant de faire tout d'abord un état comparatif de celle-ci, puis de faire des propositions incluant la possibilité de retirer les aéronefs donc de l'annexe 2, enfin du petit E, donc les ULM, ou une partie de ceux-ci, suivez mon regard, les multi-axes, pour les placer bien entendu sous régime EASA. C'était en septembre. J'ai expliqué que le retrait des ULM de l'annexe 2 n'était pas aux yeux de la Commission européenne rencontré par l'EAS une urgence et qu'il fallait laisser à l'ENF le temps d'élaborer un projet à lui proposer qui tienne compte des avis et des désirs de l'ensemble de ses membres européens. Puis, en octobre 2009, à l'initiative de l'EASA, une réunion s'est de nouveau tenue à Cologne en tant que groupe informel chargé de préparer l'ordre du jour du groupe de travail qu'ils appellent BR10, qui devrait travailler, qui devrait commencer durant le printemps 2010, mais là je crois qu'ils ont pris du retard, pour proposer à la Commission européenne des modifications du règlement 216/2008. Il nous était annoncé qu'un des amendements pourrait être une proposition de modifier le statut des ULM de l'annexe 2 ou de certains d'entre eux pour les placer sous régime EASA. Donc là on est en octobre. Pour cela, l'étude européenne, qui est actuellement faite par Hawk, pour cela, l'étude européenne, bientôt commandée par le HASA, elle a été au mois de janvier, à une société sous-traitante, pourrait fournir des pistes. Participaient à cette réunion des représentants de la DGSC française, donc M. le Cardinal, et anglaise, les constructeurs du LM et de l'ESA tchèque, allemand, italien, français, ainsi que Tom de Garçon de la fédération de la FFA américaine, et donc moi-même. Une seconde réunion s'est tenue en janvier 2010. À l'issue, à l'unanimité de tous les participants, l'unanimité s'est faite sur 3 points. Laisser tranquilles les ULM dans l'annexe 2 et ne pas modifier leur statut tout au moins à moyen terme. Revoir le projet de réglementation LSA E1 pour en faire une catégorie autonome en concordance avec le LSA américain. Et troisièmement, important, utiliser l'étude sur les réglementations ULM qui doit être commandée, qui n'était pas encore à ce moment-là, par le HASA, non pour faire des propositions de modification de l'annexe 2, mais pour identifier les points forts des réglementations ULM pour les appliquer éventuellement au LSA. Vous voyez toute la nuance. Le projet de modification de l'annexe 2 du règlement européen 216/2008 était donc retiré de l'ordre du jour du BR10. Cependant, lors de l'appel d'offres pour l'étude des réglementations européennes qui avait été adressé à Hawk, une ambiguïté naissait du fait que celui-ci, cet appel d'offres, demandait qu'à l'issue de l'étude, la société choisie fasse des propositions à l'agence, des propositions, sans plus de précision, sans plus de cadre, sans plus de limitation. C'est là que je téléphonais tout de suite à Hugues le Cardinal, et attendez là, on nous dit ça, mais c'est pas du tout ce qui est prévu. Donc il sort par une porte, il rentre par la fenêtre.
Cela n'allant pas a priori dans le sens des recommandations du groupe informel, qui au contraire limitait et encadrait bien la mission d'étude, j'ai contacté à plusieurs reprises l'un des responsables de l'EASA, pour ne pas le nommer M. Maurier, parce qu'il y a quand même des gens avec qui on a des contacts, c'est un Français, c'est déjà mieux pour la langue, plus facile, et qui a quand même l'esprit aviation légère. Je le contactais à plusieurs reprises, et les jours suivants, il me promettait alors de compléter l'appel d'offres par une lettre de mission à la société chargée, donc à Hawk, chargée de l'étude, lui précisant les limites de l'objectif de l'étude et clarifiant le fait que l'EASA n'avait pas l'intention de proposer à la Commission européenne une modification de l'annexe 2, plus particulièrement en ce qui concerne les ULM. C'est ce qui a été fait, et suivant cela, ce qui avait été décidé. Donc, on a reçu ensuite le courrier qui disait que l'agence tient à clarifier le fait qu'elle n'a pas l'intention de modifier l'annexe 2 du règlement européen 216/2008, notamment en ce qui concerne plus particulièrement les ULM. Et là, c'est écrit noir sur blanc. Et c'est une première. C'est la première fois que l'agence écrit ça noir sur blanc. Ça mérite d'être entendu. C'est écrit noir sur blanc. La société qui présente ses objectifs écrit elle aussi qu'il est important de noter que l'objectif de cette étude n'est pas d'affecter le statut de l'annexe 2 des ULM, de la classe ULM, mais d'extraire les meilleures règles des ULM actuelles pour leur éventuelle application au LAR. Donc c'est écrit noir sur blanc, c'est une première que nous pourrions considérer comme un engagement de la part de l'agence européenne. Vous pouvez donc comprendre qu'après tant de combats menés dans l'incertitude et le scepticisme ambiant, il nous soit permis aujourd'hui, pilotes français du LM, de nous autoriser quelques instants de joie et d'émotion. Bien entendu, la pérennité de l'annexe 2 n'est pas acquise ad vitam aeternam. À moyen terme, le sujet de la modification de l'annexe 2 pourrait ressurgir, et nul doute que l'étude de Hawk pourrait servir de base de travail à l'EASA dans ce contexte. Autant donc collaborer sérieusement avec Hawk et jouer le jeu honnêtement. Mais le simple fait de ne pas envisager de modifier l'annexe 2 lors des prochains travaux de l'EASA, de la Commission européenne, du Conseil européen, du Parlement européen, nous laisse un peu de répit et de temps. Il doit être consacré à élaborer un projet fiable et crédible qui émane de la communauté des pilotes ULM de l'OMF et qui soit acceptable par tous les pays membres. L'initiative doit venir de notre part. Notre réglementation a donc potentiellement encore de beaux jours devant elle, ce qui doit nous permettre de voler, d'acheter et d'investir beaucoup plus sereinement. La société anglaise Hawk a donc été retenue pour cette étude commandée par l'EASA. Cette société est aujourd'hui notre invitée. Elle nous présentera succinctement ses missions, ses objectifs, sa manière de travailler. Son étude sur le système français a débuté hier au siège de la Fédération. Nous lui avons exposé nos vues, nos espoirs, notre détermination. Je termine en soulignant que ces résultats très significatifs n'ont été obtenus que parce que l'EMF existe et qu'en son sein, la FFU y est forte et déterminée. On ne balaye pas d'un revers de la main l'opinion d'une association qui représente le tiers des pilotes du LM en Europe. Il faut également des résolutions claires, déterminées et cohérentes, du travail, des déplacements nombreux et la participation en Europe à d'innombrables réunions au niveau national, de l'EAS, d'Eurocontrol, de l'EGAS, de l'EASA, etc. Si un tel récit ne suffit pas à convaincre nos sceptiques qu'il est nécessaire d'être assemblés au sein d'une fédération forte et représentative pour qu'elle pèse utilement sur les décisions et qu'il est vital de lui donner les moyens financiers de réaliser sa mission et d'atteindre ses objectifs, c'est qu'il n'y a plus rien à faire d'autre que de leur tourner le dos, sachant qu'ils bénéficieront malgré tout du travail fédéral sur notre dos. Je termine en remerciant toute l'équipe qui m'entoure pour l'engagement de chacun, la qualité du travail souvent ingrat effectué, en vous remerciant aussi de votre patiente écoute et surtout de votre soutien pour la politique que nous menons en votre nom. Plus votre confiance sera forte, et plus représentatifs et écoutés seront vos élus lorsqu'ils vous représenteront devant les autorités qui nous ont fait pour la plupart l'honneur d'être présents parmi nous ce matin. À très bientôt de vous rencontrer en vol ou sur l'un de nos terrains. Et la petite phrase de d'habitude de Saint-Exupéry, Sébastien, faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Antoine de Saint-Exupéry.